Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial avec moi. Il s'appelle Sylvain, il est infirmier en psychiatrie et on avait envie aujourd'hui de mêler nos deux mondes ensemble. Lui, sa partie un peu plus scientifique, on dirait un peu plus dans l'humain, au niveau médical, à plusieurs niveaux, et de mon côté, l'aspect un peu plus médiumnité, intuition. Voilà, on va mêler un peu ces deux mondes ensemble, mais je voulais faire juste un petit disclaimer parce que c'est vraiment une vidéo partage. Sylvain et moi, on ne se connaît pas, donc c'est vraiment une vidéo découverte pour nous aussi, une vidéo de partage, de témoignage, de réponse à vos questions, mais en aucun cas on prône aucun dogme ou façon de faire, où on n'est pas en train de dire aux gens qui sont atteints de troubles d'arrêter leur médication ou de faire telle ou telle chose, hein. C'est juste un partage, on ne prône rien du tout, donc merci de prendre en compte cela. Et on fait cette vidéo aussi beaucoup pour vulgariser, pour simplifier en fait nos deux mondes ensemble. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc je vous présente mon invité spécial qui s'appelle Sylvain et qui va se présenter un petit peu. Je vous ai dit qu'il était infirmier en psychiatrie, mais il a plein d'autres choses à raconter. Donc Sylvain, si tu veux juste un petit peu te présenter pour les gens qui ne connaissent pas. Merci. Alors effectivement, je m'appelle Sylvain, je travaille maintenant sur Fribourg en tant qu'infirmier indépendant en psychiatrie ou en santé mentale. J'ai eu tout un parcours où je suis passé par différentes unités hospitalières, ambulatoires, j'ai fait partie d'une équipe aussi mobile d'urgence psychosociale pendant quelques temps, et puis aussi quelques mandats de coaching via l'assurance invalidité. Voilà pour mon parcours un petit peu professionnel. Oui, et puis en plus il est très sympa, il vient partager un petit peu son point de vue professionnel, aussi personnel, un petit peu plus en lien avec cet aspect... avec son parcours professionnel et mêlé de mon côté un peu plus intuitif et un peu plus abstrait, enfin ce qui pourrait paraître abstrait mais qui est très concret, mais voilà, un peu plus terre à terre, mais vous connaissez mon point de vue là-dessus, donc Sylvain est là pour ça. Écoute, je me suis dit qu'on pourrait peut-être, on l'a fait à la fraîche, hein, donc avec Sylvain, on va prendre vos questions et peut-être des questions des abonnés, on pourra découler sur plein de sujets, ouais, si ça te va de faire comme ça. Très bien. Donc, il y a une personne qui disait comment savoir qu'on est sain d'esprit quand je me remets en question, que je doute parfois, ce sujet me fait peur, hein. Donc, vous avez été nombreux à me dire ah oui, mais ok, je suis sensible, j'ai pu avoir des preuves de ma sensibilité, mais est-ce que je suis pas folle, est-ce que je suis pas fou, est-ce que je suis pas schizophrène? On a toujours ce mot schizophrène qui pend au bout des lèvres, donc du coup. Comment on peut reconnaître quelqu'un de sain d'esprit? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu névrosés? Ouais, peut-être. C'est vrai que cette question en introduction, du coup, elle est pas mal déjà parce qu'on part sur quelque chose d'assez large. Je pense que il n'y a pas une réponse claire, simple et précise là-dessus. Je pense que tant qu'on peut avoir un fonctionnement, des interactions avec les autres, c'est quelque part qu'on a quelque chose d'un peu sain d'esprit. Je ne crois pas qu'il y a sain ou pas sain, mais il y a peut-être un peu parfois des deux. Et puis pouvoir les mettre ensemble, des fois plus l'un que l'autre, c'est déjà une belle preuve que ça va pas trop mal. Oui, puis c'est vrai que des fois vous avez peut-être rencontré des gens un peu dits marginaux parce qu'ils ont peut-être une autre façon de fonctionner, qui sont un peu en dehors du cadre sociétal, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des problèmes psychiatriques. Par contre, ce que moi je retiens de nombreuses interventions que j'ai eues en psychiatrie et juste de ma personne, quand on est... Quand vous tenez la route dans votre quotidien, qu'il y a toujours quelque chose de concret qui peut se produire, que vos idées elles sont claires, qu'il y a une cohérence dans vos actions, dans vos pensées, dans vos paroles, c'est ce que moi personnellement je pourrais définir de sain d'esprit. Donc voilà, et puis aussi le fait de vivre des émotions, d'être heureux au quotidien, d'être heureux, d'être plutôt bien dans vos baskets après, d'avoir des ressources pour gérer quand ça va pas, pour moi c'est un petit peu ça.
pour compléter. Ouais, je pense que c'est quelque chose avec laquelle j'adhère totalement. Et du coup, t'as souvent, enfin, pour ce côté un peu médiumnité, peut-être on n'en a pas parlé. Toi, si on te parle comme ça de médiumnité, c'est quoi ta réaction, on va dire personnelle déjà, avant le professionnel? Ouais, c'est vrai que c'est un thème dont j'entends un peu parler, un peu plus récemment, mais vraiment très très peu. Je sais que pour ma part, il faut être prudent avec les termes utilisés et puis la manière dont sont abordées les choses. Je pense que je peux adhérer à passablement de choses, mais faut y aller vraiment doucement parce que c'est quelque chose que je peux facilement mettre un peu à distance. Ça te fout un peu les boules, quoi. Ouais, j'aurais tendance à freiner comme ça, puis à dire ouais, tranquille. Mais c'est quoi en fait qui te fait peur? C'est le côté un peu folie ou bien ce côté un peu perché qui en fait n'est pas vraiment la médiumnité hein, pour moi, mais on va dire ce cliché, un peu cette image de gens qui sont là. C'est quoi qui te fait peur? Ouais. Enfin, qui te fait peur Ouais, qui me fait peur, je sais pas, peut-être moins, mais j'ai une tendance à être très rationnel dans mon fonctionnement général, et puis le fait de pas pouvoir voir, pas pouvoir expliquer, ouais. Qu'il y ait cette part de mystère qui soit là, et puis que j'accepte, j'ai l'impression de plus en plus, mais tranquillement. Ça demande un peu de chemin, quoi. Ouais, en fait, un peu cette crainte de l'inconnu, quoi, finalement, c'est plus ça parce que dans ton cœur, sans parler du professionnel, mais plus dans ton cœur, est-ce que tu as eu peut-être des petits événements où tu t'es dit, ben là, je sais pas, j'ai accompagné ma grand-maman, mon grand-père qui est décédé, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc, ou j'en sais rien, hein, ce que tu as vécu, mais est-ce que tu as eu des petits moments personnellement où tu as pu sentir qu'il y avait peut-être autre chose, mais sans vraiment savoir quoi? Ouais, mais oui, en plus récemment, il y a eu quelques événements comme ça qui se sont enchaînés, puis ça sort dans le bizarre peut-être, ouais. Et puis le fait de se dire mais c'est trop bizarre pour qu'il n'y ait pas de sens derrière. Et puis voilà, je reste avec ce côté, tiens, il y a du bizarre qui est quand même intéressant là, puis je verrai ce que j'en fais. Si ça se reproduit. Oui, et puis c'est ok. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, il y a pas de règles dans ce que chacun vit, quoi. Mais c'est intéressant d'avoir un petit peu ton point de vue là-dessus, quoi. Moi, évidemment, je vais aller bien à fond dans l'intuitif, je pense, mais c'est pas grave, Sylvain va rester avec moi. Au pire, je ferai quelques pas pour me détendre. Tu te diras, ah non, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Non, on vient vraiment à la cool. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ou je prends la prochaine? Pour prendre la prochaine, ouais. Mon frère est atteint de schizophrénie et parfois j'ai peur de basculer quand j'entends et ressens les énergies autour de moi, lorsque j'entends les voix qui me donnent des informations. Alors, je vais peut-être juste, avant que tu répondes, peut-être préciser la personne qui a posé cette question. En gros, cette personne a des perceptions, qu'on appelle ça médiumniques ou extrasensorielles. Hein. Pour moi, les clairsens, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai si jamais là. Les clairsens, c'est l'extension des sens physiques. Mais les informations, ce que cette personne dit, comme quoi elle entend des voix qui lui donnent des informations, pour un peu, je connais pas personnellement cette personne, mais pour avoir ressenti aussi cette personne et puis un petit peu discuté, c'est juste qu'elle a pu avoir des preuves de ses ressentis. Donc c'est pas la même chose que de la schizophrénie. Peut-être qu'on pourrait parler un tout petit peu de ça. C'est quoi la schizophrénie dans les grandes lignes, dans les très grandes lignes? Ouais, alors... la schizophrénie en soi, c'est une maladie psychiatrique, une maladie mentale qui comprend différents types de symptômes qui, en fait, les voix, typiquement, ça pourrait en être. Hein, dans les hallucinations, ça peut être auditif, visuel, sensoriel. Mais par contre, c'est pas forcément qu'on entend des voix qu'on est schizophrène. En fait, il y a aussi toutes sortes d'autres maladies ou pathologies reliées. Ça peut aussi être dans des troubles de l'humeur, type dépression, troubles bipolaires. Du coup, c'est assez complexe là, ouais. de relier un symptôme à une maladie parce que c'est pas forcément complètement spécifique, ça peut être différentes choses. Du coup, il faut être un petit peu prudent avec ça. Ce qui me vient comme ça, quand tu parles de ces hallucinations auditives, peu importe le trouble principal qui est rattaché, je me souviens d'une personne, donc quand j'ai fait mon stage en psychiatrie, enfin même de plusieurs personnes
ces voix et ces hallucinations qu'elles entendent, donc qui ne sont pas liées à ce que j'appelle un canal de don, donc qui n'est pas lié à ça. C'est plutôt des voix qui sont troublantes, qui sont négatives, qui sont un peu humiliantes, qui sont écrasantes. J'ai jamais entendu ces gens me dire ah j'ai des hallucinations ou des voix. Enfin, en tout cas pour ma part, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire ah on est en train de me dire que je suis beau, que je suis important. Enfin, j'ai jamais eu ça. Moi, j'ai toujours eu des gens qui m'ont dit on me demande de me tuer, on me demande de tuer quelqu'un, que je suis une mauvaise personne. Enfin, j'ai plus entendu des trucs comme ça. Alors les deux existent, les deux existent, mais dans effectivement ce qu'on voit dans des services d'urgence ou à l'hôpital en général, c'est des personnes qui ont ces voix très négatives. Voix, ça peut être une, ça peut être plusieurs, ça peut être inconnu, ça peut être connu, enfin des personnes connues ou pas. Et puis effectivement, ça pose vraiment problème quand c'est négatif, et puis quand des fois il y a des injonctions, par exemple de se faire du mal, de passer à l'acte de différentes manières. Des fois c'est plus délicat justement avec les voix positives, parce qu'il y a des personnes qui le vivent plutôt bien. Et puis moi j'ai eu des personnes qui avaient des voix qui lui faisaient des blagues, et puis qui se retrouvaient à par exemple rigoler un peu tout seul, et puis ça peut être assez étrange comme ça. Puis en fait c'est quelqu'un qu'on remarquera jamais, quoi. On se dit juste il a pensé à un truc sympa et ça l'a fait marrer, quoi. Exactement. Ok. D'accord, et justement pour revenir un peu à cette question-là, et là je vais plus amener ma patte à moi, qu'est-ce qui différencie cette personne de son frère, là en l'occurrence schizophrène, c'est que la personne qui est sensible, sensitive, qui est avec la vieille étiquette poussiéreuse de médium, parce que tout le monde est médium pour moi à certaines intensités. Ce qui va différencier les deux, c'est que la personne sensitive, elle va toujours pouvoir, quasiment toujours, pouvoir prouver ce qu'elle reçoit. C'est-à-dire, comme justement en ambulance, je sais pas, je vous avais déjà peut-être donné cet exemple-là, où on était en train de faire un massage cardiaque d'une dame qui avait 75 ans, et où j'entends vraiment, on me dit, il faut vraiment parler, il faut prévenir ma fille qui est en Amérique du Sud, il faut prévenir ma fille en Amérique du Sud. Et donc c'était, donc attention hein, Sylvain, là on va un peu plus dans le lourd. J'écoute avec attention. C'était la voix de la défunte, la personne qui était dans l'entre-deux, qui était en train de me dire ça. Et donc j'ai dit aux policiers, j'avais pas d'informations sur cette dame, je ne savais pas, elle était seule chez elle, il n'y avait rien qui laissait supposer qu'elle avait des enfants. Et donc j'ai dit aux policiers, écoute, il faudra peut-être voir, parce que je crois que sa fille, elle est en Amérique du Sud, et il faut la prévenir. Et donc j'ai rappelé plus tard en disant c'est bon, t'as pu avoir la fille, et parce que moi j'aime bien pouvoir prouver ce que je ressens. Et le gars me dit oui, elle était en Colombie, c'est bon, on a pu la prévenir. Et le gars il s'est jamais dit mais comment elle a pu avoir cette info, tu vois. C'était, voilà, elle a eu l'info et tout, elle s'est pas dit d'où ça sort. Donc, par exemple, mais c'est un exemple parmi de nombreux. Donc, voilà. C'est des belles histoires, en tout cas. Oui, de toute façon, tant que vous pouvez prouver ce que vous avancez, comme des fois, je ressens que cette personne, il est en train, ou elle, ça dépend, hein, en train de tromper sa femme ou quoi, et 2 semaines après, j'entends qu'ils se séparent parce qu'elle a découvert qu'il le trompait. C'est tout des petits trucs comme ça, que j'ai toujours des preuves, ou alors je cherche les preuves. C'est comme quand on fait un contact avec un défunt, c'est pour ça qu'on a une structure et qu'on demande, on ressent peut-être le prénom du défunt, comment il est décédé, des trucs que personne d'autre ne pouvait savoir, comme, je parle juste de cet exemple-là, puis après je te laisserai à la main. Mais vous savez, j'avais eu une séance où donc une dame vient, je sais qu'elle vient pour un contact, mais je ne sais pas de qui c'est qu'elle attend. Et j'entends, donc j'ai décrit tout un monsieur et j'entends juste ah mon soleil, dites à mon soleil qu'elle a tellement bien chanté à mon chevet. Et je sentais qu'il était dans le coma, et là la dame elle s'effondre parce qu'effectivement il l'appelait toujours mon soleil, et elle lui a chanté une chanson en lien avec je sais pas, il y avait des termes sur le soleil, ou le thème du soleil dans la chanson, lorsqu'il était dans le coma. Donc c'est tout des preuves, du moment que vous avez des preuves de ce que vous recevez, pour moi c'est vraiment de la médiumnité et pas un trouble psychiatrique. Par contre, attention, parce que ça ne veut pas dire qu'un médium ne peut pas développer ou avoir un problème psychiatrique, soit congénital, qui est un peu sous-jacent et qui va
peut-être ressortir à un moment donné une fragilité psychiatrique. Et la médiumnité peut, c'est comme un muscle, et si ce muscle, si vous êtes à la salle et que vous musclez que le haut du corps, vous aurez 2 tiges de jambes, c'est un petit peu la même chose avec l'énergie. Si l'énergie elle est trop en haut au niveau de la tête, tout à coup vous pouvez vraiment, et ça je l'ai vu en ambulance, je vous donnerai ce thème-là, puis après je laisserai parler Sylvain, mais on peut vraiment... si le médium ne prend pas soin de son corps physique, de son corps mental, de son corps psychique, de tous ces aspects-là, ça peut vraiment faire vriller. Et je pense notamment à une personne, on est appelé en ambulance, en urgence pour une crise d'hystérie, et une personne qui est en train de tout casser. Et en fait, cette personne, elle me dit je suis médium, j'entends des voix, machin. Puis là, je me marre parce que moi, à ce moment-là, je faisais déjà de la médiumnité professionnellement. Et ça m'a un peu foutu les boules parce que je me suis dit puis qu'est-ce qui me dit que moi, et puis ça pourrait m'arriver. Et puis tu vois, j'ai commencé à un peu paniquer. Et en fait, là, clairement, on sent, de toute façon, quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, je sais pas comment, si toi tu seras d'accord avec ça, mais tu peux presque le percevoir des fois. Enfin, il y a quelque chose qui se dégage de la personne, il y a un truc un peu comme une teinte, je sais pas comment dire, un truc que tu sens quoi, que c'est un peu particulier. Et cette personne, elle était bien, elle faisait des activités de médium, mais je ne sais pas comment elle travaillait. Mais par contre, elle avait des gros troubles psychiatriques et à mon sens, elle ne devrait pas pratiquer. Mais voilà, je voulais juste préciser ça. Maintenant, je ne sais pas si toi, qu'est-ce que tu veux dire pour les gens qui ont un peu peur de basculer comme ça, qui font... Moi, j'ai ce terme basculer, en fait, que je ne sais pas si c'est basculer dans la schizophrénie ou si c'est un terme spécifique à votre pratique d'un état comme ça qui est un peu différent. Là, je pense que la dame, elle avait un peu peur que ses perceptions, finalement, ce soient de vraies perceptions ou qu'elles ne soient pas plutôt comme son frère ou qu'elle va devenir comme son frère. Okay. Je pense que c'est plus ça, sa question. Ouais, alors je crois que par la pensée ou la volonté, on ne peut de toute façon pas devenir ou développer une maladie, finalement. Et puis... tant qu'il y a déjà ce regard et cette capacité de se dire voilà, il y a différentes choses présentes autour de moi, je sais qu'il y a peut-être certains facteurs de risque en lien avec je sais pas, ma génétique parce que mon frère ou ci ou ça, mais non, a priori c'est pas quelque chose qui peut se faire, quoi. C'est quoi, peut-être pour les gens qui connaissent pas trop, c'est quoi qui peut... Enfin, il n'y a pas vraiment un déclenchement. En fait, la maladie est toujours là, mais elle devient un peu plus exponentielle à un moment donné où c'est pas qu'elle apparaît comme par magie, comme ça. Non, pouf. alors... À part s'il y a un trauma, peut-être. Mais... Ouais, alors dans le cas de la schizophrénie, parce que de nouveau c'est tout le temps un peu différent, mais en général il y a une première crise, en fait c'est quelqu'un qui peut très bien fonctionner, c'est une première crise qui se passe en général chez le jeune adulte, 15-25 ans, et puis qui peut avoir lieu pour différentes raisons en fait. Il y a des facteurs génétiques qui existent, c'est vrai, il y a des facteurs environnementaux, et puis il y a aussi toute une part de on ne sait pas trop, qui est grande, et puis qui fait que c'est aussi compliqué de répondre à ces questions-là. Et voilà, ça commence souvent par une crise, du coup, l'apparition de symptômes qui font que ça devient en général compliqué, que ça a des répercussions sur le fonctionnement social, que ce soit dans les liens qu'on a au quotidien, au travail, aux études ou autres. Et puis en général, ça demande déjà de pouvoir consulter un spécialiste parce qu'il y a justement des conséquences comme ça qui se font voir assez rapidement quand même. Oui, puis que la personne, elle n'arrive plus forcément, elle n'arrive plus à se gérer ou à gérer sa vie. Enfin, tout est décousu finalement, parce que la réalité, elle ne matche pas avec la réalité que la personne vit à l'intérieur. Exactement. Ouais. Il y a des fois où ce décalage il est plus présent que d'autres. Il y a des personnes qui peuvent fonctionner longtemps, et puis peut-être qu'il y en a même certaines qui sont proches de quelque chose, mais que ça n'empêche pas d'avoir une vie tout à fait normale et puis de fonctionner très bien. Et du coup, est-ce que tu as un exemple je sais pas, d'une personne, elle a été prise en charge, parce que, je sais pas, elle avait soi-disant des délires ou des voix qu'elle entendait, puis en fait, cette personne, elle est comme toi et moi, mais elle a vraiment perçu quelque chose, et puis qu'ils se sont rendus compte après coup que c'était pas du tout en lien avec une maladie. Est-ce que tu
as vécu ce genre-là? Je crois pas, Ouais. mais des fois on est des fois on parle de délire mystique, donc c'est Oui, ouais, c'est ça. lié à, je sais pas, à Dieu, à quelque chose Ouais. qu'on peut pas trop Ouais. percevoir, et puis, mais souvent ça va très loin, c'est Oui. très très présent, Oui, et puis du coup on voit vite que Ça c'est tient. pas forcément de la médiumnité ou des choses comme ça. ça tient pas la route en fait. Ouais. C'est arrivé, j'ai eu une situation où il y avait une personne qui souhaitait pas prendre son traitement parce que quelque part dans son probablement délire, il y avait des sentiments plutôt agréables, Ok. et puis que finalement le traitement la privait de ça. Mm. Enfin, nous on était là dans une unité finalement d'accueil d'urgence si on veut bien, et puis c'est clair que la question de savoir si c'est un réel don ou pas, elle est pas, c'est pas la première question qu'on se pose. Oui. Après, peut-être dans un suivi ambulatoire sur le long terme, ça peut tout à fait avoir sa place et puis être repris. Ouais. Je te posais la question parce qu'il y a une abonnée qui, en fait, sa famille a tellement eu les boules parce que tout ce qu'elle disait, c'était vrai. Et puis du coup, elle disait, mais j'entends ça, mais tout se vérifiait, mais la famille a tellement flippé qu'elle l'a foutu vraiment en... Enfin, désolée, je parle comme ça, mais elle l'a vraiment mise en psychiatrie. Et je pense que c'est très très rare, ces cas, heureusement. Autant dans un sens que dans l'autre, mais du coup elle s'est retrouvée à être shootée avec des médicaments pas possibles jusqu'à aujourd'hui où elle s'en est sortie, elle a bien les pieds sur terre, elle est très cohérente, elle a une médiumnité de malade très très précise, donc elle peut vraiment amener des preuves de ce qu'elle avance. Et en fait, ils se sont juste trompés, mais parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a la pression familiale, parce qu'ils ont aussi donné leur perception à eux, la famille, au personnel médical, et je pense que ça a créé un petit peu toute cette confusion-là. Un médium peut tout à fait avoir une maladie psychiatrique sous-jacente qui peut se révéler. Et après, je déconseille à ces gens-là de pratiquer la médiumnité et de plus, un peu avec ce qu'on a dit, d'être plus à l'écoute de soi, d'être suivi, d'être un petit peu plus en mode ancrage, pleine conscience. Et une personne qui a atteint de troubles psychiatriques peut tout à fait avoir des perceptions valables, mais elles sont trop mélangées avec le reste, suite due au trouble qui fait que ça peut ne pas tenir la route en finalité. Donc je voulais juste préciser ça parce que ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas des perceptions, ces gens-là. J'ai pu voir, franchement, en admission toujours, j'ai souvenir de 2 personnes qui m'ont dit des trucs sur moi, qui étaient complètement justes, mais ce n'était pas un truc qui pouvait parler à quelqu'un d'autre. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais ça m'avait surprise parce qu'elles ont comme été traversées par quelque chose, je peux pas dire ce que c'était, et elles m'ont dit des choses très pertinentes à mon sujet. Donc je pense que l'ouverture spirituelle de ces gens-là peut tout à fait être très grande ouverte, mais c'est juste le chaos. Et c'est ça qui fait qu'on ne pourra jamais leur faire de la médiumnité, et parce que ça pourrait les faire se perdre encore plus et se dissocier encore plus d'eux-mêmes. Et c'est plus des gens à ramener à l'intérieur. C'était ça que là. Et par rapport au délire mystique dont tu parlais, je rigolais parce qu'en ambulance, je crois que c'est ce que j'ai eu le plus. Vraiment des gens qui sont... c'est Dieu qui m'a dit de faire ça, et puis vous, donnez-moi la main, sinon vous allez en enfer. Enfin, vraiment des trucs un peu spéciaux. Donc, c'est pas du tout de la moquerie, mais ça fait sourire parce que on a presque de l'affection après pour ces gens aussi qu'on suit. Bon, faut pas rentrer dans un côté émotionnel, mais pour dire, moi je trouve mignon parce que j'avais toujours un petit sourire en sachant que ils vivaient ma foi leurs troubles, puis il fallait bien rester droit, professionnel, mais ça fait quand même un peu sourire, donc c'est un petit peu ça dont tu parlais pour le délire mystique. Ce qui est particulier aussi, c'est que ces personnes qui ont ces formes de délire, c'est leur réalité vraie. Ils sont Dieu, c'est pas une copie, c'est pas... Du coup, d'être Dieu, ça donne certains pouvoirs, certaines responsabilités qui parfois, du coup, sont aussi compliquées à aborder. Comment moi, je m'adresse à Dieu, finalement, pour lui dire qu'il faut que moi, je l'aide, parce qu'a priori, il va pas très bien quand même. Oui, bien sûr. Parce que, justement, après, c'est des gens, là, ça nous fait sourire, mais c'est des gens qui
peut-être se nourrissent pas correctement parce qu'ils sont dieux, ils n'ont pas besoin de manger. Enfin, ça peut être des petites choses comme ça, hein, mais il peut y avoir plein de choses qui font qu'ils sont complètement, ils se mettent en danger. Est-ce que les gourous des sectes, c'est pas des gens qui ont un délire mystique aussi, peut-être? Peut-être qu'il y en a un d'eux qui sont cachés quelque part, je sais pas, mais c'est pas impossible. Pensez-vous que les personnes atteintes de maladies psychiatriques seraient sur une autre fréquence et de ce fait qu'il y aurait des moyens différents de les aider sans autant de médication? Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on n'est pas du tout en train de dire on n'est pas en train de prôner quoi que ce soit ou de vous dire de faire quoi que ce soit. C'est juste un témoignage et un partage. Pour moi, la façon dont j'ai pu, par exemple en stage de psychiatrie, en admission, en urgence, il y avait un petit moment le matin pour discuter, pour faire une activité en groupe, en tout cas là où j'étais. Et puis, j'ai proposé de faire quelque chose, donc je l'ai amené d'une façon très très terre à terre pour que ça passe auprès du personnel médical. Et puis, je leur ai fait faire une méditation de ce que j'appelle un enracinement. Donc, pour parler avec toi au niveau de ce langage-là, si je te dis qu'il y a trop de muscles en haut, donc trop d'énergie en haut, on va ramener de l'énergie en bas. Mais c'était hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ce jour-là, quand on a fait cette méditation le matin, le personnel, je te jure, tous, ils ont dit c'est drôle. Cette équipe, c'était la même équipe hein, dans les admissions. Les patients étaient les mêmes depuis quelques jours déjà, même quelques semaines pour certains. Ils m'ont dit, l'équipe médicale m'a dit, mais c'est drôle, ils sont vachement calmes ce matin, ils sont vachement plus posés. Alors, soit c'est une coïncidence, soit ma méditation d'enracinement a super bien marché. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais peu importe, après, je trouve juste intéressant parce que je sais... et pour avoir plus suivi des gens que je connais, donc mon entourage par exemple, qui n'ont pas forcément des troubles psychiatriques, mais plutôt des troubles anxieux, ou mais vraiment à amener dans un extrême, trouble dépressif, ça marche super bien. Ce genre de méditation pleine conscience ou simplement de respiration, de cohérence cardiaque ou juste d'enracinement, d'ancrage, de sentir que comme si avec sa pensée, mais c'est pas avec la tête, mais avec sa pensée, on met plus d'énergie dans les jambes, mais c'est quelque chose qui se vit. C'est clair qu'expliquer comme ça, je pense que tes collègues ils rigoleraient, tu vois, mais par contre... Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, alors la pleine conscience, c'est quelque chose qui est relativement à la mode là, ces dernières années. Il y a des gens qui sont très, très à l'aise avec ça, puis qui le proposent facilement ou spontanément. Tout ce qui est exercice d'ancrage, c'est vrai que moi je trouve que ça fait du bien à n'importe qui, n'importe quand, de pouvoir mettre quelque part un stop, de « ok, je suis là maintenant », de repartir un peu dans ces sensations corporelles, ça fait vraiment pas de mal, quoi. Et après, il y a des gens qui sont plus à l'aise ou pas à le proposer. Ça demande certaines compétences, j'ai l'impression, pour que ce soit bien fait. Et puis, mais les résultats, ils sont assez sympas parce que finalement, c'est tout de suite que on peut sentir quelque chose d'un petit peu différent. Et puis voilà, partir sur autre chose. Du coup, vous proposez quoi dans les grandes lignes un peu parce que je me dis, ces gens, ils sont un peu comme, enfin moi c'est ce que je ressens d'un point de vue énergétique, comme s'ils sont à l'extérieur d'eux. Et c'est ça qui crée un peu une sorte de confusion, de dislocation comme ça, où on n'arrive pas à être cohérent, on n'arrive pas à être posé complètement en soi. Donc c'est pour ça que je parle pour répondre à la question de méditation d'ancrage, mais vous proposez quoi pour ces gens voilà, au-delà de la médication, parce que c'est pas juste de les bourrer de médicaments, il y a plein d'autres choses qui leur sont bénéfiques pour les ramener un peu plus dans le corps, peut-être des activités un peu plus physiques, je sais pas ce que vous proposez. Alors de nouveau, ça dépend de quoi on parle, mais pour des personnes qui connaissent ce genre de troubles psychotiques, il y a un équilibre dans le quotidien qui est hyper important. Le fait de pouvoir effectivement avoir des activités, que ce soit physique, d'être quelque part aussi un peu intégré dans un fonctionnement de société. Et puis c'est même le principal finalement de pouvoir avoir une vie en dehors de sa maladie. Et puis ça devient un réel problème quand le vécu est saturé par le problème d'ailleurs. De dire je suis schizophrène et puis je suis schizophrène et c'est tout. En fait non, peut-être je souffre de schizophrénie, mais il y a quand même une personne,
un être humain quelque part qui apprécie manger certaines choses, boire certaines choses, faire certaines choses. Et puis c'est vraiment important de pouvoir garder ce focus sur la personne aussi, et puis pas uniquement se concentrer sur la maladie. Oui. Après, c'est clair, quand ça tombe, ce genre de diagnostic, ça impacte beaucoup de monde, ça peut faire très peur. Et puis, il y a toujours un premier temps où ça prend beaucoup de place, mais je pense qu'un des choses à faire pour pouvoir avoir un fonctionnement comme ça sur la durée, c'est de pouvoir voilà, mettre le focus aussi sur d'autres choses. Oui, et puis contrairement, enfin, parce que je l'entends des fois, il y a certaines personnes qui, dans ce côté un peu spirituel, ou même je dirais ouais, ésotérique, les médicaments, oulala, c'est pas spirituel. Et puis moi je suis pas d'accord avec ça parce que je pense vraiment que certains traitements, que ce soit aigus, en phase aiguë ou en phase chronique, ça peut vraiment aider à stabiliser ces personnes-là, et d'ailleurs elles se sentent en général mieux. Enfin, ça dépend bien sûr des cas, ça dépend de plein de choses, mais on va dire, si on fait une généralité, il y a quand même, ça peut vraiment être une aide à un moment donné, cette médication, sans avoir comme peut-être à une certaine époque la médication bien lourde où ils sont juste apathiques et ils bavent un petit peu et puis voilà, on les laisse dans un coin, puis c'est pas ça. Donc il y a quand même, la médication peut vraiment amener à cette régulation-là, parce que pour certains troubles, on ne va pas tous les citer, sinon ce serait trop long la vidéo, mais ça vient réguler en partie un dysfonctionnement aussi biochimique au niveau cérébral, et c'est en partie une aide. Après, il y a bien sûr tout ce qui est l'accompagnement, comme tu disais, les séances individuelles, est-ce que des activités un peu plus corporelles ou à ramener dans le corps, comme la sophrologie ou je ne sais pas, d'autres choses, peuvent un peu plus aussi les aider je pense que ça peut valoir la peine d'essayer, enfin, surtout si ça fait sens, puis s'il y a une envie derrière. Des fois, il y a une problématique qui est liée aussi, c'est ce sentiment un peu de morcellement, c'est le fait d'avoir de la peine à délimiter les limites de son corps, justement. Et puis, il y a des choses qui se font là autour à l'époque. Et puis peut-être à certains endroits encore, il y avait comme des packs en fait qui étaient faits, chaud ou froid. C'était le fait de pouvoir envelopper justement une personne avec des draps. Il y a différents types de protocoles, du coup. Je ne vais pas me risquer à, oui, à fauter les protocoles, mais dans cette idée de se dire, ok, on met une certaine pression pour que la personne elle puisse se sentir aussi là, contenue, et puis avec ce but que ce soit plutôt agréable, et puis de permettre à limiter ce sentiment tout d'un coup d'être un petit peu... ouais, dilué comme ça. Complètement. Ouais. D'ailleurs, justement, tout ce que tu dis là, alors... il y aurait plein de choses à dire et on va pas pouvoir non plus faire trop long, mais avec ce que tu dis là, ça leur amène un sentiment de sécurité, ça leur amène une base, un repère qui est sécurisant. Bon, ça c'est un peu pour tout le monde, je dirais, mais ces gens-là, vu qu'ils vivent tout d'une façon extrême, de nouveau, là on fait une généralité, je dis ces gens-là, mais ça dépend des troubles, mais ils vivent quand même des choses de façon plus extrême, car plus sensible aussi. Donc ce qui pour nous ne serait pas dérangeant, pour eux ça pourrait être un déclencheur de quelque chose, d'une sensation mal vécue ou d'une pensée désorganisée. Parce que votre plus grande peur quand vous m'avez posé ces questions, c'est en gros, est-ce que c'est vraiment de la médiumnité ou est-ce que je suis folle? Donc déjà, ces gens-là ne sont pas fous, ils ont juste des troubles, ils fonctionnent différemment. C'est aussi de voir que quand il y a une prise de médication, si les voix ne sont plus là, diminuent, ou qu'il y a une meilleure, on se sent mieux. En général, c'était que ce n'était pas de la médiumnité avant, parce qu'un médium, même s'il prend de la médication, il reste médium. Je veux dire, il reste avec des perceptions. Peut-être qu'elles seront un petit peu plus floues parce que la médication amène peut-être ça, mais pour moi, les gens qui ont vraiment une schizophrénie, qui disent qu'ils entendaient des voix, par exemple, avec la médication, ça s'arrête. Alors que dans le cas de la personne qui a été mal diagnostiquée et qui a été un peu enfermée, ces perceptions, elles continuaient même avec... Enfin, ils ont tout testé, je pense, au niveau de la médication sur une année. Donc voilà, pour dire que le canal, il est là, il est ouvert, donc les perceptions, elles viennent et elles ne sont pas inventées. C'est ça la grosse différence entre quelqu'un qui aurait
qui auraient des perceptions auditives vraiment avec le monde spirituel, qui sont prouvées, qui peuvent être prouvées, plutôt qu'une personne qui a des perceptions auditives mais qui ne sont pas du tout prouvables et pas du tout constatables. Qu'est-ce que tu aimerais dire en fait? Parce qu'il y aurait plein, on pourrait partir sur plein de... Il y aurait pas mal de choses, mais mais peut-être par rapport à ce que tu as dit là, ce fait d'avoir cette peur d'être fou, moi je trouve qu'il faut avoir une certaine prudence par rapport aux termes qu'on utilise et puis qu'on se raconte en fait. Qu'est-ce qu'on nous a raconté? Qu'est-ce qui fait que je crois que si j'entends ou si je vois, de toute façon ça me mène vers de la folie. Et puis de pouvoir un peu recadrer ce truc-là, de se dire... ok, je suis pas fou, je sens certaines choses que peut-être j'arrive pas à mettre des mots dessus, pourquoi pas, moi ça me va très bien. Et puis je trouve aussi important peut-être de le transmettre comme ça, parce que finalement ce qui fait que, ce qu'on se dit que peut-être des gros termes, hein, schizophrène, c'est de la folie, c'est parce que j'ai un grand-père qui avait... un de ses amis à lui qui était allé dans un hôpital psychiatrique il y a 50 ans et puis que ils étaient dans des camisoles de force à se baver dessus, comme tu disais, avoir beaucoup d'effets secondaires. En fait, je pense qu'il y a quelque chose à faire là autour, c'est de changer notre perception de ce monde-là. On l'a mis pendant de nombreuses années bien à côté parce que ça faisait peur, parce qu'on ne le comprenait pas. Maintenant, il y a des choses qui se développent un peu. On n'arrive pas à tout expliquer du tout, mais peut-être un peu plus qu'avant. Et puis c'est aussi notre rôle à nous, enfin tout le monde, les gens, de pouvoir faire avec aussi ces gens-là, et puis de les accepter comme ils sont, avec leurs différences, et puis aussi d'utiliser, nous, des termes qui font que peut-être les générations futures changeront aussi leurs termes. Et puis si on peut mettre tout ça ensemble, ce serait déjà pas mal. Oui, pour moi, le but un peu de cette vie, c'est d'être dans cette... donc je parle pas d'un effet bisounours, je parle vraiment de juste, je pense sincèrement, cette solidarité, cette harmonie avec soi-même, avec les autres, et puis ce qui normalement devrait se répercuter sur toute l'humanité, mais c'est pas... On a encore un peu de job. C'était ça que je voulais dire. Donc voilà. Mais toi, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour terminer, ou un point qui te tient à cœur, ou ce que toi tu penses un peu du sujet, personnellement? En tout cas, déjà, je te remercie quand même de m'avoir fait venir pour pouvoir échanger là-dessus. C'est vrai que j'ai un peu le sentiment qu'il y aurait de quoi parler un peu des heures, parce qu'il y a effectivement tellement de spécificités pour chaque particularité. Et puis, moi, j'espère qu'il y aura eu un retour et puis de l'intérêt finalement pour ce qui a été dit. Qu'il y a une certaine prudence quand même aussi à prendre par rapport aux termes, parce qu'il y a des termes de mon milieu qui se croisent avec le tien et puis qui ne veulent pas dire la même chose, c'est pas les mêmes références. Du coup, pour ces aspects-là, le milieu santé, voilà, il faudra être un peu tolérant pour ceux qui écoutent ça. Ah, c'est clair, ça c'est vraiment, on s'adresse plus à des gens, on vulgarise et de ton côté et du mien. Et après, comme je dis souvent, prenez plus ces termes avec ta connaissance intérieure, je sais pas, un truc où tu peux comprendre derrière les mots. Donc je vous invite à faire ça aussi, plutôt que des termes, même si c'est totalement juste, hein, aussi ces termes-là, et c'est beaucoup plus utilisé dans ces milieux-là, donc ça c'est normal. Et voilà, je te remercie de le préciser, si jamais. Donc oui, c'est pas dédié au monde médical, mais le monde médical peut s'intéresser peut-être un peu à cette... Complètement, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut vraiment faire sens d'avoir une porte comme ça qui s'ouvre un peu plus sur ce milieu-là. Oui, parce que finalement, juste dernière question, pour les gens qui sont dans le milieu médical, peut-être, avec tout ce qu'on a parlé, s'ils se disent, oui, mais ok, mais j'en fais quoi, moi, dans mon côté médical au quotidien, toi, tu aurais envie de dire quoi par rapport à ça? D'avoir peut-être un regard différent sur ces personnes-là, d'être peut-être plus attentif à... Je sais pas. Alors moi j'ai l'espoir que tout soignant ait une sensibilité finalement particulière à la personne qui l'accueille, et puis qui puisse le percevoir en tant qu'humain avec un grand H, et puis pouvoir faire avec ça. Après, chaque spécificité de lieu, de service, de contexte font que les priorités ne sont pas les mêmes, et puis il y a plein d'endroits où ça pas vraiment, ou peu sa place. C'est vrai que moi, quand je pense à ma formation que j'ai eue, l'aspect religion spirituelle, moi j'ai l'impression de le classer dans des soins palliatifs, finalement, le respect de la personne en fin de vie, du moins. Mais avant ça,
Oui, alors peut-être pour certaines interventions chirurgicales, gestes particuliers, mais sinon, c'est pas une priorité. Et puis c'est vrai que finalement, c'est peut-être pas le lieu où c'est à prioriser. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent une place comme ça. Après, ça demande du temps. Et puis le temps, dans la santé, je suis pas certain que ce soit le truc le non, plus... effectivement. Le plus à disposition. Ouais, le plus en excès dans le moment, mais pourquoi pas. Et plus pour toi, finalement, avec ce côté un peu... ce fin nez, comme on dit, ou la petite voix, des fois peut-être qui te fera sentir que avec ce patient-là, peut-être tu peux faire ça. Puis avec un autre, tu feras peut-être autre chose, un autre exercice. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, un autre type d'accompagnement. Puis finalement, c'est un peu comme ça que ta sensibilité à toi, elle peut s'exprimer. Et ce que moi j'appelle de la médiumnité, quoi, en gros. Okay. Mais voilà. Alors c'est clair que c'est tout le temps différent avec toutes les personnes qu'on rencontre. Je sais pas comment moi j'appelle ça. J'appelle ça m'adapter à la situation, peut-être. Voilà, exactement. C'est juste pour le petit mot de fin, mais en tout cas... Je te remercie pour ta présence, pour ta disponibilité. Puis mettez-nous en commentaire si vous avez des questions, que je fasse un petit peu bosser Sylvain encore, si jamais, s'il y a des petites questions qui ressortent, et puis je prendrai le temps d'y répondre. Donc pour terminer, je voulais juste vous dire qu'avec une petite partie que je voulais rajouter par rapport à ce côté un peu plus énergétique, c'est que, à mon sens, les personnes qui sont atteintes de troubles, elles ont un canal effectivement très très ouvert, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont des médiums doués. Ça peut être dans le sens où ils peuvent avoir des perceptions aussi, ces gens-là, des perceptions médiumniques, peut-être précises parfois. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des médiums qui s'ignorent. C'est juste un être humain qui a un fonctionnement parfois instable ou même très instable et qui fait qu'il ne peut pas interagir avec la réalité. Mais d'un point de vue plus énergétique, moi je pense que ces gens-là, il y a une grosse instabilité énergétique, un gros lien avec le monde invisible et de la difficulté à être avec le monde plus terre, plus concret. Et ces deux mondes emmêlés, en fait, c'est comme si ça ne peut pas descendre. Et cette énergie qui ne peut pas descendre dans la terre, eh ben, elle peut provoquer on dira ces comportements, je ne veux pas parler des troubles, mais plutôt des comportements un petit peu particuliers, peut-être un peu marginaux, un peu cette sensation d'être comme à l'extérieur de soi, d'être complètement justement dilué, d'être complètement ouvert et perdu un petit peu. Donc ça, c'est ma partie à moi un petit peu plus énergétique, peut-être un peu moins concret aux yeux des scientifiques, mais c'est pas grave. Je vous dis juste que je vois ce que je peux percevoir avec les gens que j'ai rencontrés en psychiatrie. Et voilà, je pense que le plus important, c'est juste d'être attentif à vous-même, d'être en observation de vous-même, dans une forme de remise en question qui est saine, et juste de continuer à vivre en fait votre vie, à pas trop vous poser de questions, à pas essayer de comprendre, à toujours vouloir analyser, de juste vivre. Et vraiment de ne pas vous faire de soucis ou d'avoir peur de ces maladies psychiatriques, de ne pas être tout le temps en train de visualiser un truc, d'anticiper quelque chose qui ne va peut-être probablement jamais se produire. Donc n'ayez pas cette crainte-là. Mais comme je vous le disais en vidéo, c'est surtout les preuves que vous pourrez avoir pour vous-même qui vont vous donner confiance dans vos perceptions intuitives qui sont vraiment réelles, versus quelqu'un qui est trop dilué dans tous les sens. Et pour répondre à la question justement de comment est-ce que la médiumnité peut aider ces personnes-là, non, c'est pas la médiumnité qui va aider ces gens-là, c'est plutôt justement ce retour à soi, on va dire le développement personnel qui peut, je pense, amener un équilibre pour ces personnes-là, comme on en a discuté avec Sylvain. Et j'en profite aussi pour vous parler de ce livre-ci, je ne sais pas si ce sera assez net, que Sylvain m'a gentiment offert, Mettre ensemble pour vivre ensemble, de Frédéric Lebas et Thomas Renz, qui sont suisses. Il m'a dit que c'était vraiment intéressant à lire et à découvrir.
Donc merci beaucoup Sylvain, et je vous mets également le lien du site de Sylvain, de son groupe, pour ceux que ça intéresse. Et je vous souhaite un très bon dimanche et à tout bientôt.